From the farthest corner of a distant galaxy and the deepest feelings of the human soul comes a fantasy to fill your heart. Cocoon. Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Pas point de météo ce matin. Non, parce que on n'a pas le temps. On a une petite semaine de nouveautés à présenter. Petite. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sortez les pop-corn. Ça va être long. Et wouh, c'est parti pour une semaine de folie. Et on commence en bougeant. En bougeant. Un petit peu. En bougeant, avec Coco Ninja, on va devenir des pros du Coco Ninjutsu, comment ils appellent ça, du Coco Ninjutsu, voilà. Ok. Alors on est avec Alexis Allard à l'autorat, donc monsieur co-auteur de Welcome notamment, et qui va sortir aussi Mythicals. Ça tombe bien, ça ressemble à Welcome. Et... Ou pas du tout. Et en co-auteur, il y a le talentueux Emilien Alquier, qu'on avait découvert l'année dernière avec Link City, un jeu qui nous a beaucoup plu. À l'illustration, c'est Thomas Daquin, donc un illustrateur de bande dessinée, une BD qui est un peu émouvante à lire. C'est après le 30 novembre que je vous incite à regarder. Et l'éditeur, je ne sais pas qui est l'éditeur, dis donc. C'est Aspic Games. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme bêtise donc c'est un petit jeu de mouvement, un peu comme on a avec les... T'as un problème de spaghetti? Oui. Voilà, on a 3 fruits différents présents sur la table. Alors on peut avoir les 3 ou pas du tout. Là, le tirage fait qu'on a les 3 différents. Donc il y a les ananas où il faut faire des gestes, les pastèques où il faut dire des trucs, et les mûres où il faut taper des trucs. Voilà. Okay. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais retourner cette carte, et en retournant cette carte, il va y avoir des fruits dessus, et il va falloir pour chaque fruit qui apparaît, faire la gestuelle Toteo Take. Ça va foirer complet. Un samedi matin, je suis pas sûre. Elle est prête? Ouais. Voilà. Et donc le premier qui réussit la série gagne un fruit. Au bout de 3 fruits, on a une médaille. Au bout de 2 médailles, on a gagné. Mais quand on réussit des choses, il y a des choses qui se passent aussi. Alors c'est parti. Go. Bon, on va dire que c'est un ex-aequo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, on va dire qu'on est ex-aequo. On va chacun... je sais plus ce qui se passe en ex-aequo. Bon, voilà, on gagne une carte fruit. Mais aussi, comme j'ai gagné une carte fruit, je vais gagner une carte Coco Ninjutsu. Oui. Puisque du coup, voilà, je vais gagner une des cartes là. Et quand on fait cette carte là, du coup, en plus, quand on retourne, il va falloir faire la gestuelle plus la gestuelle du Coco Ninjutsu si on l'a, et la gestuelle c'est voilà, on va donner un coup de sabre. Kamea. Kamea. Bon, voilà, vous avez compris le principe, c'est un jeu d'ambiance, rigolo, on va faire des choses, faut pas se tromper. On a envie de gesticuler un peu dès le matin pour se mettre en forme, voilà. C'est très bien. Voilà, ouais, attention au claquage le matin. Okay. Pour des gens âgés un peu comme nous. Du dos. Toi, t'aurais préféré dire pour des gens âgés un peu comme toi? Ouais, c'est gentil. Voilà, c'était Coco Ninja pour démarrer légèrement. Oui, là on va passer dans un monde complètement différent puisqu'on va aller voir Cocoon. Cocoons. Oui. Donc là, plus un jeu de mémoire, jeu de déplacement. On retrouve l'excellent Julien Griffon qui nous a déjà pris la tête le mois dernier sur Origine. Et là, qui continue à nous prendre bien la tête sur ce jeu-là. C'est pas gentil de nous prendre la tête comme ça. Et là, il est en co-autorat avec Marie Faure et Wilfried Faure. Et à l'illustration, c'est Camille Chaussy. On retrouve les illustrations très douces et vraiment plaisantes. Et c'est édité par Banquise Édition. Banquise. Parce qu'il y a 3 i. Donc comme je disais, un jeu de mémoire, voilà, on va avoir des petites boîtes, enfin des petits cocons. Sur chaque cocon, vous avez un petit animal dessus. Et il va falloir remettre chaque animal dans son cocon. Donc c'est un peu comme un taquin, on va être
Alors à 2, on est chacun face à un quart de boîte, à 4, on est chacun face à un angle de boîte, parce que on a un petit visuel qui nous indique où est le visuel de l'animal. Ça, c'est nos cartes actions. Et si on peut voir là, oh, si peut-être. Ouais. Ça va, par-dessus, ça va se voir puisque les points rouges se voient par-dessus aussi. Ah oui. Et donc, il va falloir qu'on essaye de communiquer pour dire, bah, tiens, sur cette boîte, si tu la déplaces, je vais pouvoir voir quelque chose. Donc, je casse tout. On déplace la boîte. On retourne le petit bidule. Alors, au niveau 0, c'est juste histoire de dire, on a retourné un truc. Donc là, tu peux me dire que tu vois la grenouille, je retourne, mais pas de bol, c'est la tortue. Donc, il faut se souvenir qu'au centre, on a la tortue. Et puis après, bah, on va avoir... Donc, hop, voilà, j'ai fait cramer une action. Je crame une autre action. Hop, je retourne. Et c'est... le poisson. Mais, on a la tortue ici. Là. Donc, on sait que si on fait ça à la prochaine action... Pouc, hop. On en a au moins une de validée. Voilà, donc dans son cocon. Pour 1, on a une action. Pour 3, si on se rend compte qu'on s'est trompé, et ben pour 3 actions, on peut mettre un petit animal dans un autre cocon si on pense qu'on s'est trompé. Voilà, donc pas de communication limitée, heureusement, parce que on a été très mauvais. Voilà, c'est vraiment du... va falloir anticiper, va falloir essayer de se souvenir de tout ou de où est tout caché. Comme évidemment on fait bouger les boîtes sur le principe du pouce-pouce taquin, forcément c'est un memory qui demande beaucoup de concentration. Petit peu de concentration parce qu'il faut se souvenir de quelle boîte on a déplacée, où était la boîte, etc. Parce que autant les animaux ils ne bougent pas, donc on sait où ils sont. Il y a le côté optimisation aussi du nombre d'actions pour déplacer trop de boîtes et pas perdre trop de points. Donc c'est waouh. On est sur un niveau de mémo bien au-dessus et qui en fait un jeu du coup intéressant familialement. Oui. On a eu plaisir à y jouer. Tout à fait. Que, bon, les mémos à un certain âge, tu te dis ouais c'est bon. Et celui-là, il est vraiment super chouette à faire aussi bien enfant, parents, famille. Voilà. Et pour ceux qui trouveraient ça trop facile, vous avez 4 autres niveaux de difficulté avec des cadenas débloqués par rapport aux runes que l'on va avoir, des choses qui vont nous faire tourner la boîte et donc nous faire arracher les cheveux. Enfin voilà, il y a de la difficulté pour ceux qui trouvent ça trop facile. Et ben au suivant. Au suivant. pas le temps de lambiner. Oui. On reste dans un joli monde aussi, parce que c'est le monde des animaux. On va voir Hutan. En Indonésie, puisque Hutan en indonésien veut dire forêt tropicale. Ah ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué sur la boîte. C'est dans la règle. Donc Hutan, on a deux auteurs connus, parce que c'est les auteurs de Hit et de Flamme Rouge, qu'on vous écrira parce que sinon je vais écorcher le nom. Et évidemment aux illustrations, les fans reconnaissent évidemment la patte de Vincent Dutrait. J'ai regardé sur BGG sa fiche, il y a 208 jeux illustrés référencés. Eh ben. C'est pas... ouais. Il en a illustré des jeux. Bon. Alors, on est sur un jeu de placement. Alors, normalement, c'est 4 petits points de couleurs différentes. On va dire qu'on place comme ça. On a chacun la même disposition. Puis le premier prend ces 4 couleurs, les dispose comme il souhaite. Les autres font pareil. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On a des petites cartes. Hop, donc sur on va avoir autant de cartes que de joueurs x2 moins 1, pour ceux qui ont suivi. À 2, il y a 3 cartes, puisqu'il y a le pangolin qui fait office de premier joueur et de carte bonus. Et on en fait 2 actions par tour. À notre tour, je vais choisir du coup une carte fleur, et c'est là que les problèmes commencent. J'ai 2 fleurs, alors au début ça va, c'est facile. Donc quand on pose les fleurs, il faut qu'on pose une fleur, il faut que les autres fleurs que l'on pose, si on pose plusieurs, soient adjacentes à la première posée. Le problème arrive quand on commence à avoir des fleurs, puisqu'il faut commencer à poser des fleurs orthogonalement adjacentes à une fleur déjà posée sur le plateau, et toujours sur le même principe de poser orthogonalement connectées. Voilà. Donc
va falloir déjà faire ça, puisque on va gagner des points quand on remplit une zone avec Les zones qui sont délimitées, voilà, délimitées par les ici, petites rivières, les petites zones d'eau. là. Dès que là, par C'est exemple, donné 2 cases, 2 Voilà. cases, 6 cases ici. Ah non, celle-là, elle fait... Celle-là... non, elle fait 4. C'est 6 points et 4 cases. Ah oui, pardon. Voilà. Et donc, quand on remplit complètement une zone avec des fleurs de couleur identique, et bah du coup, là, ça me fera 2 points pour les 2 cases. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a de la superposition, puisque si je mets une petite fleur blanche par-dessus une autre petite fleur blanche, il y a un arbre qui pousse, et les arbres, c'est 2 points. Et si je mets... On arrive à faire une zone complète d'arbres, et bah du coup, ils sont cachés là-dessous, on va mettre un animal qui nous apportera les points bonus de la papate de la zone. Voilà, donc, faut faire du point. Alors, sur le mode normal du jeu, toutes les zones qu'on ne remplit pas à la fin de la partie, ou toutes les zones qui sont hétéroclites, donc qui ont plus d'une couleur, et bah du coup vont nous faire perdre la valeur des cases en points. Le mode familial, on oublie cette règle, on essaye d'optimiser au mieux nos constructions, et c'est déjà pas mal, parce que il y a un petit peu de réflexion. Pour les gens qui aiment les casse-têtes, il y a vraiment du plaisir. Il est, voilà, c'est un jeu, faut reconnaître, il est frustrant. On est toujours un sacré jeu de frustration sur le, sur le placement des... Quand on commence à avoir beaucoup d'animaux, pas beaucoup de fleurs, ça commence à être très compliqué d'essayer d'optimiser au mieux. Et il y a donc un mode solo aussi. On peut complètement comme un jeu de casse-tête, classiquement, avec l'équivalent d'un smart game, d'un chose comme ça. D'optimiser en effet ses points. Et il y a un mode avancé avec des petits objectifs personnels en plus pour matcher des points en fin de partie. Voilà. Simple et efficace. Oui, rapide, c'est une demi-heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va dépendre avec qui vous jouez. Alors, rien à voir, on va voir Popcorn. Oui. On va pas dire que c'est notre coup de cœur de la semaine, mais moi c'est mon jeu de la semaine. Il y en a deux cette semaine qu'on s'est empressé de tester parce que voilà. Oui, celui-là, donc alors Popcorn, on est avec Victor Saumon à l'autorat et Émilien Rotival à l'illustration. Et c'est édité chez Yellow. Voilà. Si vous aviez toujours rêvé de gérer votre petit cinéma de quartier, ce jeu est fait pour vous. On va vous inviter aussi surtout à regarder sur le site de yellow.fr les carnets d'auteurs. Victor Saumon, il explique un petit peu, il explique un petit peu carrément, il explique beaucoup comment il a imaginé le jeu, parce et on le sent, hein, on sent que le thème était là avant la mécanique, parce que c'est tellement immersif ce jeu que c'est évident qu'en effet il voulait faire un jeu sur le cinéma. Il a commencé à travailler le jeu, il explique, il y a plus de 7 ans. Pour en 2022 réussir au Festival international des jeux à le présenter à Florent Baudry, qui est le chef de projet, un des chefs de projet chez Yellow. Ça a matché complètement entre les deux, on sent bien. J'ai eu le plaisir d'avoir Florent au téléphone hier pour discuter un petit peu du jeu. On sent qu'il y a une très belle émulation entre l'auteur, l'éditeur, un vrai plaisir sur le thème, un vrai plaisir de création sur les affiches aussi, parce que les affiches font beaucoup de choses dans les jeux. Généralement, quand on ouvre le jeu, la première chose qu'on fait, c'est on épluche les films. Ouais. Et avec une vraie difficulté, parce qu'il fallait que le jeu soit à l'international, donc il y avait une vraie difficulté à choisir les affiches. Donc, je ne sais pas si toutes les créations de jeux de société se passent comme ça, mais moi là j'ai senti vraiment ça a matché de partout. L'auteur, l'éditeur, l'illustrateur qui a joliment mis tout ça en scène aussi, c'est vraiment un bel objet à l'arrivée, et on sent que nous on s'est drôlement bien amusé aussi avec. Voilà, c'est plutôt accessible, mais quand on veut commencer à anticiper, il y a un peu de réflexion. Donc c'est un jeu de pose de meeple et de backbuilding, puisque il va falloir qu'on attire les bons clients, les bons spectateurs par rapport au film que l'on va projeter pour essayer de matcher. Parce que du coup, voilà comment ça va se passer. On tient une salle de cinéma et on va gérer. Au début d'un tour, on va acheter un film. On peut potentiellement aussi optimiser nos salles de cinéma. Voilà, donc quand on achète un film, on paye le film.
on l'installe À hop, l'affiche. à l'affiche. Et bah, du coup, une fois que tout le monde a acheté son film, on a fait son tour, on joue en simultané. On va tirer dans notre sac un nombre de spectateurs lié à notre zone, à notre affluence, puisque ça on peut l'augmenter en cours de partie. Et par exemple, voilà, j'ai 3 petits bonhommes, donc les bonhommes verts, ils aiment bien avoir les films verts, les bonhommes jaunes, ils aiment bien avoir les films jaunes, et les bonhommes blancs, ils sont fous. C'est les indécis. Voilà, c'est les indécis. Donc après, voilà, je vais essayer de positionner mes petits bidules comme je peux. Alors, pareil, dans les salles de cinéma, vous avez des fauteuils gris que tout le monde active et des fauteuils de couleur que seulement les bons spectateurs vont activer. Et ensuite, selon les effets désirés, on va gagner des sous, on va gagner du popcorn qui est le moteur de points de victoire en fin de partie. Il y a des choses qui permettent d'aller shipper des meeples dans la réserve, mais la réserve, elle est toute petite. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va shipper dans la zone de sortie des autres joueurs. Donc, beaucoup d'interactions, un peu de filouterie entre les joueurs. Et voilà, donc, il y a beaucoup de gestion de notre sac de meeples. Et voilà, et à la fin d'un tour, les films, forcément, de semaine en semaine, ils s'épuisent un peu et donc on a de l'obsolescence puisque à chaque fois, à chaque tour, on va diminuer en fait le nombre d'actions possibles sur chaque film, sachant que les actions, on a droit d'en faire qu'une seule de chaque sorte. Je ne peux pas spammer une seule action pour devenir super riche, etc. Voilà, ça se joue sur 1 heure et demie selon le nombre de joueurs et c'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup d'interactions, il y a un peu d'anticipation et les titres de films, c'est... Il n'y a pas de réelle attente entre les tours des joueurs et de toute façon on s'amuse à regarder les affiches. C'est ça, tout à fait. Là, c'est un vrai plaisir immersif ce jeu et... un peu plus que du familial malgré tout, parce que y a quand même pas mal de choses à gérer. Et puis le temps de jeu aussi qui fait qu'on n'est pas sur un familial classique, mais un très joli coup de cœur en tout cas pour nous deux, je pense. Oui, et puis alors... toi qui es fan en plus, le truc cinéma en général, c'est ton... Mais je n'avais pas du tout suivi, et quand on me dit un jeu sur le cinéma qui sort... Oui. Il faut gérer sa salle de cinéma. Ouais, ça a l'air trop bien. Hop. C'est de l'à peu près rangement. On fera mieux tout à l'heure. On bourre un peu parce qu'il y a tellement de jeux à proposer cette semaine. On va retrouver Julien Griffon. Après Cocoon, après Origine, le voilà avec Queen Marie-Antoinette. Là, il n'y a pas de jeu de mémoire. Là, il nous apaise un petit peu. C'est du jeu de combo. À l'illustration, c'est Alice Pierney et c'est édité chez Oka Luda. Voilà, donc comme tu dis, du jeu de combinaison. Un parti pris graphique qui est étonnant, qui est intéressant, qui change un petit peu parce que on va le dire clairement, le thème n'amène rien. Somme toute dans le jeu. Non, c'est vraiment de la combinaison. Il y aurait pu y avoir que des valeurs et des couleurs, ça ne changeait pas grand chose au jeu, mais du coup c'est intéressant d'aller chercher un parti pris, une idée, une illustration un petit peu décalée comme ça, pourquoi pas. Et le jeu a une rejouabilité assez énorme. Ah oui, parce que là, selon le placement des cartes, il sera toujours... Et puis derrière chaque carte, en fait, vous avez des conditions. Donc il y a une carte qui indique des conditions de fin de partie, c'est les conditions de Marie-Antoinette. Mais derrière chaque carte de couleur, vous avez du coup des conditions de partie en cours. Et en début de partie, du coup, on en tire une pour chaque faction. Donc on a 5 conditions différentes. Et comme on a plein de cartes, on va avoir plein de rejouabilité. Qu'est-ce qui va se passer? On a 3 cartes en main en début de partie. 3 cartes sur la table qui sont visibles de tous. On a des objectifs secrets à réaliser. C'est une course, c'est le premier à 50 points qui déclenche la fin de partie. Ensuite on compte les points de fin de victoire et c'est celui qui aura le plus de points qui gagne. Et la mécanique est assez simple somme toute, puisque je me défausse d'une carte, je la mets en bas d'une pile. La carte que j'ai jouée, je regarde sa couleur, j'applique l'effet. Alors on applique l'effet avant, dès qu'on pose les cartes ou après qu'on ait posé les cartes selon les petites iconographies. Et ensuite je récupère les 2 cartes du haut pour compléter ma collection. Donc on dépense toujours une carte pour en gagner 2. Voilà, donc ça c'est l'une des 2 actions.
L'autre action, c'est de valider une carte complot. Si on a, là, si on a les 3-2 ou 3-3, hop, ça me fait 5 points. Voilà, c'est extrêmement simple. Mais après, il y a de la vraie réflexion sur... Voilà. alors, entre l'effet de combo de la carte que je vais poser pour gagner du point et est-ce que je récupérerai pas plutôt des cartes qui m'intéressent pour mes objectifs complotiques. Voilà. Qu'est-ce que j'empêche ou potentiellement les Voilà. autres de prendre aussi. Enfin, il y a... Selon les objectifs, il y a un peu d'interaction puisqu'on va aller shipper des cartes chez les autres, etc. Donc voilà, du jeu de combo de cartes. Une vraie simplicité de la règle et un plaisir après tactique à différents niveaux. Et ça en fait un petit jeu rapide plutôt très plaisant. Voilà pour Queen Marie-Antoinette cette semaine. On est parti dans les jeux de cartes là. Donc, allez. Un qui était ultra attendu, qui a beaucoup fait parler de lui. Présage. Alors Présage, là, on est chez Spiral Edition. Spiral Edition, ils en sont quand même. Alors ça y est, troisième jeu, je crois. Après, oui, c'est ça, District Noir et Boréal. Les voilà avec Présage. Donc là, on est avec Maxime Rambourg qui commence bien son année, hein, parce que l'auteur de For a Crown, qui était nommé aux As d'Or. Et à l'illustration, on a Ben Renaud. Voilà, belles illustrations. D'ailleurs, on a Oui. le parti pris de cartes de tarot divinatoire Ouais. est complètement assumé et c'est vraiment très chouette. Un jeu de pli qu'on peut aimer. Yes, victoire. Et qu'on aime même, Oui. on peut dire, parce que c'est chouette et c'est pas hyper frustrant en termes de mémorisation, d'atouts, de couleurs, etc. Puisque on joue les cartes qu'on veut. Ça se joue à partir de 4 jusqu'à 6 en équipe. Et le but du jeu, c'est de gagner 2 points de victoire. Et les points de victoire, comment on les gagne? Dès qu'un membre de notre équipe n'a plus qu'une carte en main, on gagne un point. Et puis si on en regagne un après, c'est gagné. Alors, c'est un jeu de défaut, sauf que le premier joueur ouvre, il joue une carte. Les autres, du coup, jouent une carte en comparaison, en fonction des cartes déjà jouées. On applique des effets de combo immédiates sur les petits éclairs quand on déclenche la carte, ou à la fin de la manche, quand tout le monde a joué sa carte, on applique les effets de fin de manche. La carte de plus haute valeur est défaussée. Et après, il y a plein de combos différents, puisque selon la présence de certaines cartes ou de certaines couleurs, ou l'absence de certaines couleurs, je vais pouvoir défausser des cartes que j'ai jouées, même si ce n'est pas les cartes de plus faible valeur, de plus haute valeur. Donc voilà. Il y a une vraie réflexion. Comme je te disais hier, je pense que ouvrir, c'est le plus complexe, parce que à quoi j'ouvre, sachant que c'est plus facile, plus on est loin dans la file, plus c'est facile de réaliser des combos. Pareil, c'est super simple, mais super tactique, renouvelable. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est la... Attends, je remontre une carte parce que elles sont bien écrites en grand, on peut bien lire et ça c'est du bonheur. Merci Spiral Édition pour ça. Ouais, efficace. Rien à dire de plus. Rien à dire, je pense que c'est simple, c'est joli. Oui. Et je pense que ça doit être terriblement addictif parce qu'on commence une partie, et non, ça va pas se finir comme ça, on en fait une. Et il y a possibilité de jouer en nombre impair aussi. Voilà. Ça fait une équipe de 3 contre une équipe de 2, sachant que l'équipe de 3 a une carte de plus. Chaque membre de l'équipe de 3 a une carte de plus en main pour équilibrer. Alors, on reste dans du jeu. Très beau jeu aussi, Tout à fait. Puisque là, on va chez Spanda Spin, un jeu de Karl Schudig, qui a déjà édité une dizaine de jeux. Et c'est Wenshu Jiang à l'illustration. Et là, on va chez l'excellent Matago en édition. Voilà, donc c'est un jeu qui... Les cartes aussi. Alors, hop. Oh, is. C'est un jeu qui s'inspire du coup du calendrier zodiacal chinois. Oui, parce qu'on va retrouver tous les animaux des nouvel an asiatiques, plus le panda. Le panda, il était pas content parce qu'il n'est pas dans les signes du zodiaque chinois, donc il a dit je m'incruste. Donc c'est un jeu de pli un peu atypique parce que c'est pareil, pas de couleurs, enfin il y a des couleurs et des valeurs, mais le but c'est de faire des combinaisons. Donc je vais avoir des cartes en main. Donc, mais en ça je trouve pareil, c'est encore un jeu de pli sur lequel on arrive à s'en sortir. Donc voilà. c'est chouette. Donc
en début de partie, on va tirer en fait des cartes éléments, une carte par joueur. Quand on est à 2, on tire une carte de plus. Et c'est les cartes du coup qu'on va jouer pour chaque famille sur cette partie. Les cartes ont des petits effets bonus quand on les retourne, puisque la mécanique du jeu c'est simple. La personne qui commence ouvre, on ouvre avec une combinaison, donc des paires, des brelans, des cartes de même valeur ou des cartes qui suivent des suites, etc. Et l'intérêt, le joueur d'après doit soit, si c'est une paire de 2, soit mettre un brelan de 2, soit augmenter la valeur de la paire sur une paire de 3, une paire de 4, etc. Les suites doivent être du coup du même nombre de cartes, mais qui se finissent par une valeur supérieure. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un stoppe. Une personne passe. Quand la personne passe, du coup, si elle n'a pas joué des cartes qu'elle avait déjà retournées, elle va pouvoir récupérer ses cartes. Mais en les retournant et en les retournant, on aura un effet supérieur. Voilà, donc elle les récupère. On va jouer du coup comme ça jusqu'à ce que tout le monde est passé. Le dernier joueur qui est resté en lice, lui, il défausse ses cartes. Et le but, c'est d'être le premier à ne plus avoir de cartes en main, puisque dès que j'ai plus de cartes en main, je regarde sur mes autres adversaires l'adversaire qui a le plus de cartes. Je marque autant de points que le carte restant dans la main de cet adversaire capé à 7. Et du coup, on refait une manche comme ça. Et donc, le premier à 15 points gagne la partie. Il n'y a pas de frustration du coup dans le jeu, je trouve, parce qu'on perd des plis. On perd des plis, mais comme quand on va spinner la carte, on va la mettre, on les récupère en main, et la carte du coup devient plus forte. Puissante. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on va pouvoir avancer. On ne peut pas dire qu'on a j'ai eu une mauvaise main, j'ai eu un mauvais jeu. Ça n'existe pas dans Pandaspin en fait. Quoi qu'il arrive, on va forcément pouvoir s'en sortir. Et voire même des fois, plutôt plaisant. Que je disais on peut passer, on n'est pas. Même si on peut réenchérir, on n'est pas obligé de surenchérir. On peut choisir volontairement de passer parce qu'on a mis des cartes et qu'on voit que ces cartes, vous voyez là par exemple. Cette carte-là, elle vaut 3,5 déjà, elle toute seule. Donc ça peut déjà embêter fortement les autres adversaires une fois que je les joue sur le côté bleu. Donc il y a une vraie stratégie de dire, est-ce que ça vaut le coup de surenchérir ou est-ce que je ne récupérerai pas mes cartes pour les avoir encore plus puissantes. Vrai petit plaisir aussi. Ouais, facile en compréhension. Et les illustrations sont vraiment chouettes. Ouais, ça c'est carrément. Ça fait voyager. Oui. Un petit jeu encore, tout caché, tu as qui est les fausses nouveautés comme je dis de temps en temps, puisque c'est un nouveau Love Letter, la gamme de jeux de Senji Kanai. Là c'est la version Horror Arkham. Horror Arkham, voilà, pour les gens fans de Lovecraft. Donc petit jeu de bluff, déduction, des fausses. Le Love Letter, on ne le présente plus. Petit jeu un peu taquin. Ça en inaugure avec cette version-là, le passage en boîte cartonnée. Fini les emballages plastiques, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Mais vous avez toujours le petit sac. Et toujours le petit sac. Pour transporter facilement le jeu. Voilà. Il n'y a plus de petite boîte, on repasse à une grande boîte. Là, on va chez Silex, l'éditeur, et on va sur Navoria. On va à Navoria. Alors, c'est une localisation d'un jeu. C'est un jeu qui est complètement l'auteur, illustrateur, c'est le même. S'il a monté sa maison d'édition aussi. Enfin bref, monsieur, si je fais un jeu et c'est une sacrée belle réussite. Ouais, c'est plutôt chouette. Meng Chuling, auteur donc illustrateur. Et c'est un jeu familial. Un peu plus quand vous avez l'habitude d'un peu jouer parce qu'il y a quand même il y a beaucoup d'effets de combo, beaucoup d'actions, mais ce qui en fait du coup un jeu très plaisant parce que jamais on est perdu. Ouais. On a toujours quelque chose à faire. Une fois qu'on a assimilé l'iconographie, c'est très simple. Oui. Alors, je ne sais pas si tout se verra à la caméra du dessus, mais bon, dans ce cas-là, c'est pas grave. Le jeu est assez grand pour qu'on le voie. Donc l'idée, c'est qu'on va être des explorateurs et donc vous avez des zones différentes. Voilà, on a la zone de la montagne, la zone du désert, la zone de la forêt. Et la zone de la forêt ici. Et puis après, l'île centrale. Ça, c'est le monde de Navoria. Il y a des îles qui sont apparues et donc on va aller explorer ces îles. Voilà. Donc on a chacun un petit plateau personnel. Il y a 3 tours, c'est assez rapide. Oui.
3 tours découpés en 4 parties. Donc on va déjà faire A, le recrutement. Donc on va avoir dans un petit sac des petits jetons actions. On va en tirer 2. Hop, sur les 2, ben voilà, c'est les couleurs. J'ai soit du transport, du commerce, soit de la construction. J'en choisis un, ben, je vais choisir de construire. Je pose sur le paquet de cartes. Ça vient au centre du village. Je récupère la carte, j'applique les effets, donc un point de victoire, je récupère une ressource épée et je peux construire un petit refuge dans la montagne, refuge que je construis ici. Ça vient dans ma collection. Vous avez de l'iconographie pour chaque peuple parce que ça a une importance sur la majorité pour des objectifs de fin de partie et pour des objectifs de commerce. Le deuxième joueur joue, alors lui il a le choix de soit tirer, soit d'utiliser l'un des jetons, puisqu'il va y en avoir plusieurs au milieu, si ça l'intéresse plus de faire ça. Donc il y a un peu plus de choix en étant après dans les joueurs. On va faire ça du coup jusqu'à récupérer 4 cartes. Au bout de ces 4 cartes, on va passer à la phase de récolte. Donc récolte, on va récupérer du coup chacun, en commençant par le dernier joueur, une petite action qui était sur les paquets de cartes. Et je viens les poser du coup sur les plus hautes valeurs de chaque icône. Donc par exemple ici, je vais gagner 2 cristaux et 2 points de victoire. Voilà. Ensuite, une fois que tout le monde a fait ça, du coup, on va avoir la phase de revenu. Donc, phase de revenu, on va travailler avec les cartes qui ont un petit C. Voilà, donc les cartes commerce et les cartes explorateur. Là, les commerces, tant pis. Les commerces, comme je vous disais, pour chaque iconographie de certains peuples, je vais gagner des points de victoire. Et là, sur les explorateurs, pour chaque drapeau que j'ai dépassé avec mes petits explorateurs en faisant du mouvement sur les 2 manches, enfin sur les deux actes précédents, je vais gagner aussi des points de victoire. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de retour, où nos explorateurs ils vont retourner à la case départ ou au refuge le plus éloigné si on a construit des refuges, et on va recommencer une nouvelle manche. Donc voilà, c'est assez simple, comme je disais, sur les cartes on a de la construction pour construire des refuges, on a du commerce pour récupérer des ressources. La guerre, c'est surtout, les guerriers, c'est surtout pour les bonus de fin de partie, puisqu'on va avoir des majorités et des points sur les refuges qu'on a construits, mais ça amène 2 icônes. Le commerce, comme je disais, c'était par rapport aux petites iconographies qu'on a, et l'explorateur par rapport à où on avançait. Et comme vous voyez, normalement, sur le plateau là, on a nos petits refuges, et donc quand on construit des refuges, une fois qu'on a les ressources nécessaires dans les cases au-dessus, on applique les effets, plus les effets qu'on a réussi à débloquer. Donc comme je disais, beaucoup d'effets de combo, un peu d'anticipation, mais vraiment très chouette et très simple sur les règles. Et à jouer à différents niveaux. On peut le jouer plaisant, récolte, on fait ces petites choses, on avance dans l'aventure. Ou on peut le jouer vraiment tactique, optimisation. C'est ça qui est très chouette, il peut être autant familial que autant un peu plus initié comme on dit. Et il y a vraiment différentes lectures sur ce jeu et le plaisir d'y revenir parce que le plateau est beau, l'iconographie elle est très bien faite. La règle, on n'a pas eu à y revenir dessus non plus. Une fois que c'est acquis, c'est fait. Ça s'explique plutôt facilement. Oui, et c'est des parties qui sont, ils mettent, on est sur du 20 minutes par joueur et ça va vite. Hein. Et c'est complètement respecté, ça va plutôt vite et c'est agréable. Oui. Donc ça, on peut dire que c'est le 2e coup de cœur de la semaine. T'en as un 3e qui arrive. Le 3e qui arrive juste après. Puisque là, on va un jeu coopératif à 2 2 plis. On attendait depuis un petit moment, c'est Sail. C'est Akiyama Koryo et Yosu Yusai qui ont déjà travaillé ensemble pour plusieurs jeux. Et évidemment, aux illustrations, je crois que tout le monde aura reconnu la patte de Weberson Santiago. Qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Non, il y a Kelp qui arrive. Il y a Kelp, il y a Flatiron. Oui, et il y a Animo qui était sorti aussi. Très phase de départ. Animo, voilà. Qui était sorti en fin d'année dernière ou en début d'année, septembre l'an dernier. Hop. Alors oui, encore un jeu de plis, mais encore un jeu de plis qu'on aime. On va finir par devenir des... Oui, c'est un petit peu plus complexe que les précédents. Hein. Oui. C'est de ces jeux qui demandent d'être travaillés pour la communication non verbale. Voilà, on va avoir un petit bateau. Et des vilains kraken qui veulent nous empêcher
d'aller au bout de notre aventure. Il est là. Hop, donc on a 5 scénarios plus le scénario de départ, d'initiation pour voir comment que ça marche. Donc voilà, non ça c'est l'arrivée. Le départ, il est là, avec marqué départ. Oui. Il va y avoir des petites tempêtes, des petites îles, des petits kraken. Enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc comment ça va se jouer? Bah, déjà, en début de partie, on a chacun un petit personnage différent qui va nous amener des petits pouvoirs. Et ensuite, on va avoir des cartes. Voilà, donc on trie les cartes, on met les 1 et les 2 sous la défausse du kraken. Et ensuite, on va distribuer les cartes à chaque joueur. À chaque fois qu'un joueur remporte un pli, et du coup, il va avancer de 1 sur sa carte, sur sa case. Et puis dès que un des deux joueurs atteint le bout de la phase de pli, ça met fin à la manche. Donc il va falloir déjà équilibrer sur les gains et les pertes de pli. Mais ce n'est pas si facile que ça, puisque voilà, quand on ouvre, du coup, il faut jouer à la couleur. Si on n'a pas la couleur, on peut jouer autre chose. Et comme vous le voyez, il y a des petites iconographies sur les cartes. Et en fait, ces iconographies vont déclencher des effets. Et c'est seulement sur certaines iconographies qu'on va pouvoir avancer ou remettre des cartes dans le paquet Kraken, etc. Donc, et comme il y a, par exemple, la queue de sirène, il n'y en a qu'une par couleur. Et donc, faut forcément qu'on coupe pour pouvoir en jouer 2. Et ça permet d'avancer le bateau dans ligne droite, etc. Le bateau fait des virages à gauche, à droite, et selon la personne qui a gagné le pli. Donc ça aussi, ça a son importance. Et donc, une fois qu'une personne atteint la fin, on regarde la piste du Kraken. Et le Kraken, en fait, le nombre de cartes va venir polluer notre jeu, puisque généralement, c'est des cartes de faible valeur. Et voilà, et donc le but, ça va être de re-remplir le paquet Kraken, d'éviter les attaques de Kraken, parce qu'il va être présent aussi sur la map, de passer à côté des îles, parce que forcément, le bateau, il n'a pas de pattes, il n'avance pas sur les îles. Et essayer de survivre à ça, puisque voilà, si on atteint la case mort, je vous fais pas un dessin, c'est fini. Si au bout de combien il y a de manches? Je sais plus. Si au bout de il y a 5 manches. Si au bout de 5 manches, on n'a pas atteint la ligne d'arrivée, on a perdu. Si au bout de 2 manches, on n'a pas passé la première tempête, on a perdu. Si au bout de 4, on n'a pas passé la deuxième sur les scénarios un peu plus complexes, on a perdu. Donc voilà, comme je vous dis, un jeu où il y a beaucoup de façons de perdre et une seule façon de gagner. C'est un vrai jeu de communication et de compréhension. Il faut vraiment prendre le temps de plusieurs parties, je pense, déjà pour comprendre les effets, se rappeler, on a déjà joué ça, c'est un vrai jeu de pli dans ce sens-là, et de développer la communication. Je sais que tu vas jouer ça, donc... J'ai oublié de préciser qu'avant de commencer la partie, on se passe chacun une carte. Et ça, c'est très important, puisque c'est un moyen de communiquer sur une carte qu'on a en moins nombre de valeurs pour amener les coupes, etc. Puisqu'on a le droit de discuter avant de jouer des choses à faire, mais une fois qu'on a commencé à poser des cartes, motus et bouche cousue, on ne parle plus. Eh bien, très très bon coopératif. Un jeu à 2, comme il va y en avoir beaucoup cette année. Tu peux rajouter un beaucoup, je pense, voire même 2. Mais celui-là, je pense qu'il sort du lot. Lequel Pelflatiron, c'est du jeu à 2 illustré par Webberson Santiago. On va faire une catégorie sur le site internet, jeu à 2 illustré par Webberson Santiago. Ouais, on peut. Moi j'ai fini. Puisqu'on parle de jeux à 2, hop, on va là partir dans un autre complètement univers, puisque un jeu un peu historique, puisqu'on est en gamme Historia de Matago. En moins 200 avant notre ère, on est dans la Chine ancienne et on va revisiter les guerres entre les Shu et les Han. Alors il y a du beau monde dans ce jeu, puisque c'est Thomas Lehmann qui a l'illustration à l'autorat, Monsieur Race for the Galaxy, Res Arcana, etc. Et aux illustrations, c'est Maxime Herzo qui travaille chez Matago, et c'est Ryan Ferreira, donc éditeur Matago. Donc un jeu qui se travaille, on va pas se cacher.
Ouais, parce que oui, beaucoup d'effets de cartes sur certains personnages, donc des personnages historiques qui ont réellement existé. Oui, beaucoup d'effets de cartes. La mécanique du jeu, somme toute, elle est plutôt simple. On va se rapprocher un peu du Panda Spin, puisque le but, c'est d'être le premier à se défausser de toutes ces cartes. Et on va gagner autant de points que des cartes restantes dans la main de l'adversaire. Voilà. La façon de jouer, c'est pas trop complexe puisqu'il faut faire des séries de cartes, donc de cartes identiques, donc 2, 3, 4, 5, voilà, et la personne d'après doit enchérir donc sur le même nombre de cartes mais d'une valeur supérieure. Mais les cartes de valeur 3 et 6 du coup nous permettent de faire des collections et ont toutes du coup des effets un peu particuliers. Par exemple, il y a une carte qui permet de je te file un point de victoire, par contre tu dois surenchérir sur ta propre main de cartes. Et donc j'avais mis tout ce que j'avais et donc je suis piégé et je suis obligé de passer et moi du coup voilà. Ça me permet de me défausser de mes cartes et pas toi, et voilà. On peut repiocher des cartes, mais ça fait des points de victoire pour l'adversaire. Quelques illustrations sur le jeu. Mhm. Et en effet, c'est ça, c'est comme tous les jeux de pli, ça paraît super simple, mais en fait, on va c'est surtout sur les pouvoirs de personnages, il y en a beaucoup, et je pense que tout le sel du jeu va être là, c'est quand on travaille le jeu qu'on commence à le maîtriser. Il y a plein de petits effets retors à faire. On peut le jouer en campagne, faire vraiment la vraie histoire ou réécrire l'histoire du coup de ce conflit. On a des petites cartes de mise en situation et du coup c'est le premier qui arrive au bout de la piste de score qui gagne la partie. Alors on a du joli matériel et une grosse boîte, mais possibilité de tout emmener sous format carte dans un petit paquet de cartes. Voilà, le jeu peut être nomade et s'emmener partout. Et on a souligné le sacré travail historique du coup. On a un petit livret. Il y a un petit livret qui nous raconte un petit peu qui étaient tous ces personnages bien belliqueux. Et après d'optimiser tout ça dans un jeu de société, je trouve toujours ça un sacré défi. D'autant celui de fermer la boîte. On passe dans un univers bien plus choupinou en premier aspect, qu'il n'est pas forcément ensuite. C'est Magicarta. Magicarta, c'est les Fanelia qui avaient déjà fait la clé et Tahar à l'Autora. Donc c'est un couple franco-suisse qu'on avait déjà donc vu pour la clé, c'est du casse-tête. Là on va se retrouver avec un petit fantôme qui se retrouve dans un cimetière et puis au fur et à mesure des énigmes qu'on va découvrir, des déplacements, il va nous arriver une aventure. Un peu comme là et l'éclat de la montagne, on est sous un univers qui est choupinou comme ça, avec des thèmes matures. Voilà, mais avec des thèmes qui font que c'est pas forcément un jeu pour enfants à l'arrivée. Donc si vous aimez les petits jeux d'enquête narrative, celui-là est à découvrir. On n'a pas eu le temps de le faire encore, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. On reste dans du narratif. Escape 2222, alors on les avait découverts il y a quoi, il y a un an ou deux ? Un an, deux ans je crois, sur l'épisode Saint-Malo. Voilà, l'épisode Saint-Malo, donc c'est un groupe de Rennais. C'est pas forcément ils viennent pas du milieu du jeu, ils viennent du milieu du cinéma et du son. Et on le ressent très bien parce que les sons sont magnifiques. C'est un escape game audio, voilà. Donc l'histoire, c'est qu'il y a un espèce de je sais pas quoi, d'entité qui veut réécrire l'histoire du monde. Et nous, on est donc les personnes qui sont chargées d'aller dans le police spatio-temporelle, dans le passé pour empêcher que l'histoire ne soit changée. Donc là, on est à Bordeaux en 1942, donc au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et histoire à vivre et à écouter. Et du beau monde à la lecture, parce que sur le premier, on avait Richard Darbois, la voix française d'Harrison Ford.
Et là, on a la voix française de Morgan Freeman qui est Benoît Alman. Voilà. Chouette, chouette. Toujours plaisant d'entendre Des voix qu'on des connaît. voix que l'on connaît. Puis c'est des voix, c'est très caractéristique. Oui. Ah oui, ça tu vois, Ouais. tu sais tout de suite, Tu sais tu aussi sais tout de suite de qui c'est le doubleur. Oui. Alors toujours du narratif, d'enquête, donc là on va pas vous dire que sous un univers choupinou se cache quelque chose d'un peu douloureux. Non. Dès le début on sait que c'est douloureux, puisqu'on est forcément sur des enquêtes criminelles, donc trois enquêtes. Toujours ce principe ultra efficace, c'est vous avez, il y a trois enveloppes à l'intérieur. J'adore les enveloppes scellées, l'ancienne. Voilà. On n'ouvrira pas les enveloppes parce que c'est pas forcément du tout public. Ouais, c'est pas joli à l'intérieur. C'est des photos de scènes de crime. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, et puis le plaisir d'ouvrir, d'étaler et puis d'aller essayer de deviner ce qui s'est passé si vous aimez donc, toujours grandes enquêtes criminelles comme ça. Dans ces gammes-là, toujours très intéressant l'immersion parce que c'est des vraies photos, c'est du fac-similé, donc on se prend vraiment pour des enquêteurs. Si vous avez un petit peu envie d'essayer, n'hésitez pas à passer à la boutique. Ils nous ont donné plein de petits scénarios de démo qui donnent déjà un petit peu l'essence et le plaisir du jeu. Donc n'hésitez pas à venir prendre un petit jeu de démo si vous de le envie demander, un petit peu si de vous voir. voulez tester un peu cette chose. Voilà. On approche de la fin. 3 Et là, on va passer dans les jeux un peu d'ambiance, un peu rigolo, puisqu'il nous reste deux jeux et demi à vous montrer. Donc, One Round, là, on est chez Schmidt, cet éditeur allemand plutôt très connu. À l'autorat, on est avec Tobias Tezar, qui est un auteur donc allemand, et aux illustrations, si tant est, c'est un studio anglais qui s'appelle Kinetic. C'est un codename revisité. Oui. Voilà, un jeu coopératif d'association d'idées. Mais attention, ça peut faire fumer le cerveau. Puisque voilà, on démarre, on a ces trois petites cartes avec un mot, avec des mots à chaque fois. Donc, il vous propose plein. Vous mettez soit les mots que vous voulez, soit il vous propose des petits défis avec des mots de départ. Et à mon tour de jeu, je vais piocher une carte. Cette carte, il y a un numéro, donc le numéro, je vais le placer du coup dans la bonne zone correspondante. Et du coup, je vais donner un indice et les autres doivent essayer de trouver à quelle portion ça correspond. Donc là, on a un animal de compagnie à la plage et à l'école. Et moi, je vais dire hamster. Un hamster, hamster, c'est un animal de compagnie. Non. A priori, tu n'amènes pas ton hamster à la plage, mais tu peux... À l'école, il y a souvent des hamsters. Donc, je dirais que ta carte se situe ici. Eh ben, tu as tout à fait raison. Voilà, c'est le cas. Donc, c'est génial. On gagne un point. Mais par contre, on gagne pas, on ne perd pas de vie. Mais par contre, on rajoute une étape. Forcément, et donc, une contrainte. Voilà. Ouais. Et des fois, on se dit, cet indice-là, ça coûte de source. Sauf qu'une fois posé, on se rend compte que si on tombe sur un intervalle, ça va être très compliqué de trouver un indice correspondant aux deux. Et après, voilà, au fur et à mesure, je sais pas, je vais mettre... Oh là là. Je sais plus. C'est pas grave. Les gens ont vu où on voulait être. Voilà. Et l'idée, c'est au fur et à mesure de créer de mettre les cartes aux bons endroits. Il faut en placer une douzaine, je crois. Ouais, c'était 12. Ouais. Ouais, je crois que c'était 12. Voilà. Former un joli arc-en-ciel. Pour reformer le cercle, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pareil, simple et ultra efficace. Ça joue surtout à chouette, on peut jouer à beaucoup. Et on peut jouer à deux. Oui. Voilà, on peut jouer de 2 à 12, il tourne à 2. Donc voilà, si vous aimez le codename, ça c'est un truc qui va matcher aussi parce que c'est vraiment chouette. Allez, et encore un jeu d'ambiance avec des mots, mais c'est complètement différent. Alors c'est tic-tac top. Non, tic-tac top. J'arrive pas à le dire, ça. Voilà. Tic-tac top. Alors, étonnamment, c'est Explorate qui édite le jeu. Explorate, on a l'habitude de les retrouver sur des gros jeux. Ils sont à la base et puis ils font un petit peu autre chose. Moi, j'avais beaucoup aimé leur jeu, les spécialistes. Et l'année dernière, ils avaient sorti Robotrix, petit jeu de pli aussi.
Alors là, à l'autorat, c'est Simona Greco et Marco Rava. C'est un couple d'Italiens qui créent des jeux depuis longtemps. Et je n'ai pas d'illustrateur ou d'illustratrice. Après, c'est peut-être du développement. Graphisme, Anna et des blocs. Ok. Voilà. Et ben du coup c'est du jeu de, c'est du jeu avec des mots. On va tirer un thème, on va avoir une liste. Alors petit bémol, ils mettent à partir de 8 ans, c'est pas du tout à partir de 8 ans. Ou alors il faut vraiment chercher. Des thèmes accessibles parce que il y a sur certaines listes ça va être compliqué. C'est pas que c'est compliqué le jeu, mais c'est le fait qu'on est sur de la culture générale qui fait que à 8 ans, les enfants, ils ont aucune idée. Sur certains thèmes, ça va aller, sur d'autres, ça va être compliqué. Donc, les choses connues au Japon, il y a plein de choses qui vont faire que l'enfant, il va pas... Là, celui que j'ai tiré, le top des photos célèbres, je suis sûr que même moi, j'en ai pas. Donc voilà, je tire un thème, je suis le maître du jeu, donc je tire un thème. Sur ce thème, du coup, vous avez 12 mots. Et ben moi, je vais classer, du coup, parmi ces 12, 7 qui me semblent, du coup, les plus qui rentreraient dans mon top 7. Pendant ce temps-là, du coup, les autres vont remplir une grille de morpions. Et donc, avec cette grille de morpions, ils vont devoir, du coup, mettre 9 mots de la liste qu'ils pensent que je vais noter. Et ensuite, dans l'ordre, je vais donner ces mots. Et chaque joueur, du coup, sur son plateau, va pouvoir cocher les mots que je lis. Et dès qu'il arrive à faire une ligne, une colonne, une diagonale, il va gagner des points. Voilà, sachant que le premier qui arrive à faire sa ligne aura un plus gros bonus, etc. Et moi, en tant que leader, je vais gagner des points, puisque si dès mon troisième mot que je donne, il y a quelqu'un qui a réussi à faire une ligne, ça veut dire qu'on avait été sur la même longueur d'onde. Voilà, le quatrième, ça fera plus 2, le cinquième, ça fera plus 1, les autres ne me rapportent pas des points. Et ensuite, tous les gens vont gagner des points pour chaque ligne, colonne ou diagonale qu'ils ont fait. Et moi, je vais gagner des points par rapport au nombre de lignes diagonales ou colonnes tracées sur la personne qui en a le plus. Voilà. On joue comme ça jusqu'à ce que une première personne arrive à 30 points et elle a gagné. Voilà, donc on peut faire notre top personnel, mais il faut aussi faire attention à qui sont autour de la table et essayer de penser aussi un peu comme les autres. C'est un super jeu de discussion, de mauvaise foi, d'engueulade, enfin un excellent jeu de société en réalité. Et youpi! Je prends 3 secondes pour parler des retours en stock aussi, parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent, mais il y a des jeux qui reviennent. Pina Colada est revenu, Luz est revenu, et puis le jeu qui fait le buzz sur TikTok en ce moment, qui était sorti il y a quelques années, Longueur d'onde, est à nouveau disponible aussi. On respire. Juste un petit focus sur un jeu à venir chez Actarus, c'est l'éditeur de Flowers, c'est Gérald Catio qui est à la tête d'Actarus. Là on va retrouver Christine Alcouf aux illustrations et puis je ne sais pas, Antonin Bocara et Romaric Gallonnier à l'autorat. Sortira dans quelques mois, je crois, ce petit jeu. C'était juste pour vous signaler que cette semaine, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc, tous ces petits jeux qu'on vient de voir, des jeux comme ça qui s'amusent à jouer avec les mots, c'est chouette aussi. Donc là, ça sera on en parlera un petit peu plus, mais c'est un pendu petit revisité rigolo. Mais pas facile. Pour l'avoir testé hier, on a ramé. Il y a moyen de donner des indices, mais il n'y a pas tant de moyens que ça, c'est très complexe. L'air de rien, on se dit, ouais, un pendu, c'est fastoche, mais quand on n'est pas fan de Scrabble, de mots croisés, qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec les mots... Les règles sont pas du tout faciles. C'est pas évident, en fait, et c'est en ça, c'est des jeux qui, sous un premier abord comme ça, paraissent faciles. Un pendu, tu rigoles. Non, les règles sont tournées assez malignement pour que ce soit qu'il y ait du défi, quoi. Carrément. Il y a du défi. On en reparlera un petit peu plus quand il sortira, mais voilà. Si vous aimez les jeux de lettres un peu en coopératif. Amusez-vous avec les mots, notamment cette semaine, et il y a de quoi faire parce qu'il y a de très très beaux jeux de mots chez les petits aussi, animaux dont on parlait
chez Spaceco aussi, notamment. On ne vous a pas montré tout ce qui sortait cette semaine parce que c'est déjà énorme, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Donc on vous présentera des nouveautés qui nous ont paru, sur lesquelles on n'a pas eu le temps de les travailler. Puis on n'a peut-être pas tout pris cette semaine aussi pour qu'on puisse un peu tout, respirer. voilà. Donc ça arrive au fur et à mesure de la semaine et des semaines suivantes. Mais s'il y a des choses que vous voulez avoir avant qu'on en ait parlé, oui, faut pas hésiter non plus. C'est pas parce qu'on les a pas présentés qu'on les a pas en boutique. Et c'est pas parce qu'on les a pas en boutique qu'on peut pas les commander. Enfin, c'est Jérémy qui gère le site lutinludique.com. Vous pouvez suivre, normalement les stocks sont à peu près à jour avec quelques bugs de temps en temps. Ouh. Allez, c'est bon. Allez, j'espère que vous avez fini votre saut de popcorn. Là, au moins, vous avez fini de manger 2. Amusez-vous bien, très bon week-end. Et puis, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Salut!